Quel est le contour de la cellule du parenchyme palisadique? Cette cellule, comme toute cellule, est délimitée d'une part par une membrane plasmique. Les caractéristiques de celle-ci seront détaillées en cours. En plus de cette membrane plasmique, sont présentes des matrices extracellulaires MEC, que sont la paroi et la lamelle moyenne. Ces matrices extracellulaires sont des assemblages de molécules organiques situées en dehors de la cellule, d'où le terme extracellulaire. Voyons avec un premier schéma les caractéristiques de la paroi. Sur ce schéma simplifié, on a la cellule du parenchyme palisadique pour laquelle le cytoplasme n'est pas détaillé et on va zoomer au niveau de son contour. Au contact du cytoplasme est présente la membrane qualifiée de plasmique. Lorsque la cellule est jeune, elle synthétise une paroi en fabriquant des éléments organiques qu'elle va rejeter en quelque sorte en dehors de la cellule, on détaillera plus tard comment, et ça va former une paroi jeune qualifiée de paroi primaire. Cette paroi initialement jeune est extensible et permet la croissance de la cellule. Cette paroi étant déformable, la cellule va pouvoir grandir et cette paroi primaire s'étirer. Lorsque la cellule se différencie, elle va acquérir dans un second temps une paroi secondaire, elle encore fabriquée à partir d'éléments venant du cytoplasme. Donc on va retrouver la paroi secondaire, formée en deuxième, coincée entre la membrane plasmique et la paroi primaire. Donc la paroi devient en quelque sorte mixte quand la cellule est âgée. Cette paroi secondaire peut comporter plusieurs strates dues à l'orientation des fibres de cellulose et cette paroi secondaire est inextensible. Donc une fois qu'elle est présente au niveau de la cellule ne pourra plus grandir. Dans le cas de la cellule du parenchyme palisadique, la paroi est qualifiée de pectocellulosique, c'est-à-dire qu'elle contient de la pectine, de la cellulose, mais aussi d'autres composants que l'on va voir tout à l'heure. Et ces composants sont hydrophiles. Hydrophile qui aime. Donc la paroi, dans le cas de la cellule du parenchyme palisadique, aime l'eau, c'est-à-dire qu'elle est perméable à l'eau. L'eau va pouvoir traverser cette paroi, franchir cette paroi, accompagnée de ses solutés. Ce franchissement de la paroi par des éléments est qualifié de voie apoplasmique. La paroi, une fois qu'elle est avec sa structure, avec sa paroi secondaire, forme un cadre rigide autour de la cellule. Elle va donc assurer la fonction de squelette extracellulaire et elle va imposer la forme à la cellule du parenchyme palisadique. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, quand la cellule est jeune, la paroi est déformable et la croissance de la cellule peut se faire. Cette paroi se rigidifie ensuite dans un second temps lors de la différenciation cellulaire. Remarque, la différenciation de certaines cellules végétales, donc autres que la cellule du parenchyme palisadique, va transformer une paroi qui initialement est pectocellulosique en paroi d'une autre nature. Par exemple, elle peut devenir de type paroi lignifiée. La lignine étant un composé lipidique, cette paroi va devenir imperméable. On verra par exemple les cellules qui forment les tissus conducteurs de sève brute, les cellules du bois également.
La paroi donc est formée d'une trame pectocellulosique. On a ici un schéma simplifié de cette organisation avec une orientation ici des câbles, des fibres de cellulose que l'on va détailler un petit peu plus sur ce document. Donc vous voyez ici composition de la paroi pectocellulosique. On va prendre un seul élément de cellulose. Donc on trouve une trame, une charpente si l'on veut, de cellulose, représentée ici en bleu. La cellulose est en fait une macromolécule, une grosse molécule qui elle-même est formée de plusieurs petites molécules de cellulose. On redétaillera ça à la fin de l'année, mais sachez pour l'instant que cette macromolécule va avoir différents niveaux d'organisation, avec d'abord un niveau élémentaire unitaire sous forme de microfibrilles qui elles-mêmes vont s'agencer pour former des fibrilles plus grosses qui elles-mêmes encore vont donner des fibres de diamètre plus important. Donc on a une structure très à la fois souple mais en même temps qui va donner un cadre. Sur cette hémicellulose va se greffer un autre composant de type glucidique qui est l'hémicellulose. Là encore, une molécule de type glucidique, plus particulièrement, comme la cellulose d'ailleurs, de type polysaccharide. Poly plusieurs et saccharide, ce sont des éléments synonymes d'ose, donc on va avoir un enchaînement de plusieurs petits éléments de type glucidique, le tout formant une grosse molécule qualifiée de macromolécule. Sur cette charpente vont s'immiscer, entre les éléments de cette charpente vont s'immiscer des molécules appelées pectines qui vont permettre de former la cohésion entre les éléments de cellulose et enfin, dernière substance, l'extensine qui elle est une molécule de type glycoprotéique, c'est-à-dire qu'elle a une partie protéique associée à une partie glucidique. Donc pour l'instant, je vous demande de connaître ce schéma. On verra plus tard le détail des molécules et la fabrication de cette charpente pectocellulosique. La paroi est perforée de plasmodesmes. Voyons leur localisation et leur rôle. Sur ce schéma, on prendra une première cellule avec sa membrane plasmique, encore appelée plasmalème, et comme c'est une cellule végétale, une paroi. Elle est au contact d'une cellule qu'on qualifiera de cellule 2 qui elle-même a sa membrane plasmique et sa paroi. Ces deux cellules étant adjacentes, elles vont s'accrocher via une matrice extracellulaire appelée lamelle moyenne ou encore ciment mitoyen puisqu'il va souder les parois des cellules adjacentes. Ces cellules 1 et 2 vont communiquer via des plasmodesmes, il va y avoir des perforations dans leurs parois, c'est ce qui est représenté ici. La membrane plasmique de la cellule 1 va se continuer au niveau de la membrane plasmique de la cellule 2 et il va y avoir des continuités du cytoplasme de la cellule 1 vers la cellule 2. Ces continuités vont permettre des échanges de part et d'autre, de la cellule 1 vers la cellule 2 et inversement. Ce sont des échanges principalement de petites molécules, puisque les plasmodesmes vont avoir un diamètre limité. Petites molécules, par exemple des oses, les plus petits glucides que l'on puisse trouver, des acides aminés et des ions. On parlera ici, pour le passage du cytoplasme vers un autre cytoplasme, de voie symplasmique ou de passage symplasmique. Cette voie symplasmique permettra, notamment grâce à des fluidions, des influx électriques, mais aussi des passages d'informations d'une cellule vers une autre. Dans ce cas de figure, le
les cytoplasmes relient, les plasmodesmes relient le cytoplasme de cellules voisines, ce qui pose véritablement là le problème de la notion de cellule. On peut parler ici de syncytium fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir non pas des cellules indépendantes, mais un même cytoplasme finalement avec plusieurs noyaux, puisqu'il va y avoir des noyaux dans chaque cytoplasme, et ces cytoplasmes vont communiquer et vont fonctionner comme un tout. Ces plasmodèses sont indispensables pour la communication entre cellules d'un même organisme végétal, donc pour former un organisme pluricellulaire cohérent. Voyons sur le dernier document de la page 3 une électronographie. Donc on a ici une électronographie prise au microscope électronique à transmission, puisqu'on a une image en 2 dimensions, on n'a pas d'idée de relief. On y trouve une échelle graphique, ici 0,5 micromètres, qui va nous permettre de donner les tailles des différents éléments. Donc si on essaie de légender cette photo, on a en haut la première accolade qui correspond à une portion d'une première cellule et en bas, portion d'une deuxième cellule. Ces cellules étant des cellules végétales. On ne vous demandait pas ici de légender plus que ça dans le cytoplasme de ces cellules, mais au passage, on remarque les petits points noirs ici correspondent à des ribosomes, les acteurs de la traduction, et on voit également des saccules, des structures ici avec des membranes et une lumière qui sont du réticulum. Alors si ces saccules ne possèdent pas de points noirs à la surface, c'est du réticulum endoplasmique lisse. Si par contre ils possèdent des ribosomes à la surface, c'est du réticulum endoplasmique granuleux. Ici en bas, on voit des zones très denses aux électrons très noirs associées à des zones beaucoup plus claires. Donc là, on a juste une petite portion du noyau de la cellule 2 avec de l'hétérochromatine, donc chromatine dense en noir, et de l'euchromatine. Donc les saccules juste à la surface de ceci correspondent en fait à l'enveloppe nucléaire. Et cette enveloppe nucléaire est en fait en lien avec les saccules du reg. Voyons maintenant plus précisément ce qui nous préoccupe ici. Donc on a 2 cellules végétales, donc la membrane plasmique ici de la cellule 1, hop, elle se continue ici, elle se perfore à certains endroits. Donc là, cette légende, ça va être membrane plasmique. On a la membrane plasmique qui est perforée, enfin qui passe d'une cellule 1 à la cellule 2, et on a la paroi qui va être perforée. On voit ici des ponts cytoplasmiques. Donc on aura la paroi qui va être présente. Donc pour résumer ici, au niveau des légendes, membrane plasmique, les parois, donc ici, attention, voilà, parois dans leur ensemble. Donc là, on a bien paroi de la cellule 1 en haut, paroi de la cellule 2 en bas. Donc on a deux parois au pluriel. Par contre ici, membrane plasmique, finalement j'ai choisi de mettre au singulier pour insister sur le fait que ces membranes plasmiques sont en continuité. Donc finalement, c'est la même membrane plasmique pour la cellule 1 et la cellule 2. Et enfin, dernière légende, plasmodesme, là aussi, attention, 2 traits de légende comme pour paroi ici, donc au pluriel.